Bonjour à tous, voici un nouveau chapitre d'histoire de terminale, la Seconde Guerre mondiale. Il est difficile de donner les dates précises du conflit, car si l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 marque l'arrivée de la guerre en Europe, le conflit avait déjà commencé en Asie dès 1937, lors de l'invasion japonaise en Chine et avant en Corée. De même, si l'Allemagne nazie est vaincue le 8 mai 1945, le 9 mai pour les soviétiques, le Japon capitule lui le 2 septembre 1945. Le conflit s'articule autour de trois phases. La première phase, de 1939 à 1942, marque une période de victoire des puissances de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon, qui se lancent dans une guerre de conquête et obtiennent des victoires rapides. L'Allemagne mène en effet une blitzkrieg, d'abord en Pologne, qui est conquise en 3 semaines, puis à partir de mai 1940 en Europe occidentale. La France tombe en 6 semaines. Seul le Royaume-Uni résiste, sous la conduite de Winston Churchill, qui poursuit le combat lors de la bataille d'Angleterre, puis en Afrique pour assurer le ravitaillement. Le 21 juin 1941, Hitler, contrairement à ses engagements, attaque l'URSS lors de l'opération Barbarossa. L'armée rouge est rapidement débordée et en décembre 1941, la Wehrmacht est aux portes de Moscou. L'Allemagne nazie contrôle presque toute l'Europe. L'Axe est à son apogée puisque dans le Pacifique, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, entraînant l'entrée en guerre des États-Unis qui deviendront l'arsenal des Alliés grâce à leur Victory Programme. La guerre est devenue mondiale. L'année 42 est l'année tournante de la guerre. Le rapport de force s'inverse. Les Alliés remportent leur première victoire dans le Pacifique avec Midway en juin 42, puis à Guadalcanal d'août 42 à février 43, et en Afrique du Nord à El Alamein à l'automne 1942. Sur le front de l'Est, Staline résiste et met fin à la stratégie de la Blitzkrieg. La victoire soviétique de Stalingrad de juillet 42 à février 43 marque le début de la contre-offensive en Europe. La guerre sur le front de l'Est radicalise le conflit. Elle devient une guerre d'anéantissement, car si l'année 1942 est une année tournante pour les opérations militaires, c'est aussi l'année d'accélération et de systématisation du processus génocidaire mené par les nazis. À partir de 1943, c'est la période de reconquête des Alliés qui libèrent l'Europe avec les opérations Overlord et du débarquement en Normandie puis en Provence et l'opération Bagration menée en Biélorussie. L'Allemagne nazie, prise en étau, capitule le 8 mai 1945. Dans le Pacifique, les Japonais résistent en menant des attaques kamikazes contre la marine américaine. Craignant de lourdes pertes, comme sur les îles d'Iwo Jima en février 1945 et Okinawa en avril 1945, le président Truman décide de l'utilisation de la bombe atomique récemment mise au point grâce au projet Manhattan. Hiroshima et Nagasaki sont bombardés les 6 et 9 août 1945. Le Japon capitule le 2 septembre, mettant fin à la guerre. Les alliances diplomatiques et les attaques ont fait basculer beaucoup d'États dans le conflit, comme l'URSS et les États-Unis qui entrent en guerre en 1941. De manière plus importante encore que pour la Grande Guerre, les colonies ont joué un rôle essentiel. Cette guerre a ainsi mobilisé encore plus d'hommes qu'en 14-18. 87 millions de soldats au total. Le conflit est devenu planétaire. Les hommes se battent sur tous les continents, dans les airs, sur les mers et même sous les océans. Les civils sont les premières victimes de ce conflit, qui prend des proportions économiques, techniques et politiques jamais vues jusque-là. À l'Est, la guerre menée est une guerre d'anéantissement. Le génocide des Juifs et des Tziganes est le paroxysme de la violence perpétrée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Comment le second conflit mondial accentue-t-il la violence des conflits ? Grand 1, comment la Seconde Guerre mondiale est-elle devenue une guerre particulièrement destructrice ? A. Une volonté d'anéantissement. La Seconde Guerre mondiale est d'abord un affrontement idéologique. Le nationalisme légitime l'expansion territoriale des puissances de l'Axe. En Allemagne et au Japon, l'idéologie raciale sert à justifier les violences les plus extrêmes envers les populations considérées comme inférieures. L'ennemi est déshumanisé. Les nationalistes japonais défendent des idées qui les apparentent aux fascistes européens. Le culte de l'empereur et de l'armée, un impérialisme motivé par des préjugés racistes qui visent à créer une sphère de coprospérité en Asie de l'Est. Les prisonniers de guerre sont utilisés comme cobayes humains pour tester des armes chimiques. L'unité 731 est une unité de recherche japonaise implantée en Mandchourie où de nouvelles armes chimiques et bactériologiques sont testées sur les détenus. L'invasion de la Chine, à partir de 1935, se traduit par de nombreux massacres, comme celui de Nankin. Pour les nazis, il existe une hiérarchie raciale. Hitler veut créer un Reich dominé par les représentants de la race aryenne et le doter de son Lebensraum. Les Slaves, considérés comme race inférieure, sont voués à l'asservissement. Le plan de l'Est de juin 1941, présenté par Heinrich Himmler, prévoit la disparition à moyen terme de 31 millions de Slaves
afin de libérer les terres de l'Est pour la colonisation germanique, l'espace vital des Aryens. La Seconde Guerre mondiale est aussi un affrontement politique. Sur le front de l'Est, la guerre oppose selon Hitler deux idéologies, le communisme et le nazisme, et non deux pays. À partir de 1941, la guerre est présentée par les nazis comme une croisade anti-bolchevique qui assimile communistes et juifs, un combat pour l'existence du peuple allemand. De leur côté, les Alliés justifient leur combat par la défense de la liberté, des valeurs de la démocratie et de la dignité humaine. Les cultures de guerre contribuent aussi à cette violence. La propagande déshumanise et diabolise la figure de l'ennemi, ce qui explique les déchaînements de violences raciales infligés aux combattants et aux populations civiles. Les progrès des techniques de l'information favorisent aussi la diffusion de cette culture de guerre. Elle passe par l'écrit avec la presse et les tracts, la parole avec la radio parce qu'on nomme la guerre des ondes, et de plus en plus l'image avec la photographie, les actualités cinématographiques ou encore les films de propagande. Dans toute l'Europe, toute opposition de la part des résistants entraîne des représailles collectives, comme le montre l'exemple d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944, avec 642 morts et seulement 6 survivants. La vie ne semble plus compter. À la fin de la guerre, les Japonais ont recours aux kamikazes au nom de l'esprit de sacrifice pour l'empereur qui descend directement du soleil. B. Les moyens de l'anéantissement. La Seconde Guerre mondiale est une guerre totale, avec la mobilisation des hommes, des économies, des sciences et des territoires. Elle se radicalise et devient une guerre d'anéantissement dont l'objectif est d'anéantir l'ennemi. La Seconde Guerre mondiale a mobilisé de 1939 à 1945 87 millions de soldats, contre 70 millions lors de la Première Guerre mondiale, auxquels s'ajoutent les civils mobilisés dans le cadre de la résistance ou de la collaboration et de l'effort de guerre, comme les ROSI, ces 6 millions d'Américaines qui travaillent dans les usines d'armement et les arsenaux entre 1941 et 1945. Les stratégies militaires utilisées ont pour objectif de briser la résistance de l'adversaire, y compris en visant les villes. L'aviation allemande, la Luftwaffe, utilise en mai 1941 contre l'Angleterre 45 000 tonnes de bombes, faisant 60 000 morts. En réponse, les Alliés recourent massivement au bombardement. Ils font 135 000 morts à Dresde en août 1945, 185 000 à Tokyo en mars 1945. Ils utilisent aussi les bombes atomiques qui font immédiatement 80 000 morts à Hiroshima le 6 août 1945, 40 000 morts à Nagasaki le 9 août. Le nombre de victimes totales s'élèvera à 140 000 et 70 000 personnes. La capacité de destruction modifie les pratiques de guerre. Les combats sont particulièrement meurtriers dans le Pacifique, comme à Iwo Jima en 1942. Elle engendre également une généralisation des crimes de guerre. L'URSS, par exemple, multiplie les exactions, comme dans la forêt de Katyn en 1940, où plus de 6 000 prisonniers polonais sont assassinés. Moderne et technologique. La supériorité acquise par les Alliés sur mer grâce aux porte-avions et dans les airs grâce à l'invention du radar, par exemple, contribue au succès de leurs grandes opérations de débarquement. La fabrication industrielle du nylon permet la multiplication des parachutages. La mise au point par l'Allemagne en 1944 des missiles V1 et V2 ne lui permet pourtant pas de reprendre la maîtrise des airs. Entre 1941 et 1945, le projet Manhattan permet lui aux États-Unis de se doter de la bombe atomique. Grand 2. Comment les génocides ont-ils été possibles en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale? A. De l'exclusion à la destruction des Juifs et des Tziganes. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, les Juifs et les Tziganes du Reich sont déjà l'objet de violences, de discrimination et d'expropriation. Les nazis organisent leur exclusion de la société avec les lois de Nuremberg de 1935 et les ordonnances de 1938. La Nuit de cristal apparaît comme un premier passage à l'acte, un pogrom organisé qui marque un tournant dans la politique d'extermination. Mais c'est bien la guerre à l'Est qui est à l'origine de l'évolution vers l'extermination de masse. La ghettoisation débute en octobre 1939, lorsque Hitler ordonne la déportation de tous les Juifs du Reich en Pologne et leur regroupement dans des ghettos, à Lodz, Cracovie, Varsovie, pour avoir une réserve de main-d'œuvre. En 1941, le ghetto de Varsovie rassemble 400 000 personnes, à 6 ou 7 par pièce. Il y meurt 4 à 5 000 personnes par mois. En avril 1943, ils ne sont plus que 100 000 au moment de son soulèvement. Les massacres de la Shoah par balles débutent avec des opérations meurtrières engagées à partir de juin 1941 dans le cadre de la guerre d'anéantissement contre l'URSS. Les Einsatzgruppen, groupe d'élite de SS, suivent l'armée allemande dans le but d'exécuter tous les agents du judéo-bolchevisme. C'est le début d'une politique d'assassinat systématique. Au total, plus d'1,7 million de Juifs vivant en URSS, en Pologne et dans les pays baltes sont ainsi assassinés dans le cadre de fusillades de masse.
L'exemple de Babillard est révélateur de ce procédé. 33 771 Juifs sont assassinés les 29 et 30 septembre 1941 dans le ravin de Babillard, à proximité de la ville de Kiev, en Ukraine. Au cours de l'automne 1941, les dirigeants nazis cherchent à mettre en place un procédé plus rapide et plus systématique. Les premiers gazages ont lieu sur des prisonniers soviétiques dans des camions. Le 20 janvier 1942, la conférence de Wannsee, présidée par Reinhard Heydrich et Karl Adolf Eichmann, programme la solution finale. Il s'agit de déporter 11 millions de Juifs dans des camps où aucun ne doit survivre. Cette décision s'appuie sur 6 centres de mise à mort en Pologne, 4 centres de mise à mort immédiate, Chelmno, Belzec, Treblinka, Sobibor, et 2 camps mixtes mêlant extermination et concentration à Majdanek et Auschwitz-Birkenau. Les Juifs de Pologne sont convoyés vers les centres de mise à mort et les ghettos sont vidés. En Europe occidentale, les Juifs sont raflés et rassemblés dans des camps de transit. Plus de 76 000 Juifs de France seront ainsi déportés, dont 13 000 Juifs de tout âge arrêtés et déportés par la police française lors de la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942 pour être transférés à Drancy et dans les camps du Loiret avant d'être conduits à Auschwitz. Fin 1942, les statistiques nazies font état de 1 276 166 personnes tuées ainsi. À partir de 1942, les Juifs ainsi que les Tziganes, considérés comme impurs et assimilés à des sous-hommes, hommes, femmes, enfants, sont déportés dans des wagons à bestiaux vers les centres de mise à mort. Dès leur sortie des trains, arrivés sur les quais, ils sont triés par des médecins SS. Certains sont conduits directement dans les chambres à gaz, d'autres sont envoyés aux travaux forcés ou utilisés pour des expériences avant d'être éliminés à leur tour. Tondus puis gazés, leurs corps sont ensuite traités par des détenus affectés à des Sonderkommando. Ces déportés juifs doivent récupérer sur les cadavres tout ce qui peut avoir de la valeur, comme les dents en or, avant de les porter dans les fours crématoires où ils seront brûlés. Les SS ne sont jamais directement confrontés aux victimes. Les nazis ont utilisé des moyens modernes et industriels, le réseau ferré et le gaz Zyklon B, au service de la destruction d'une partie de l'humanité. L'extermination doit rester secrète. Il ne doit subsister aucune trace des corps. Les documents internes ne mentionnent que très rarement le mot de gazage, lui préférant l'expression codée de « traitement spécial ». Les centres de mise à mort sont construits loin de l'Allemagne et souvent dans des forêts ou lieux reculés pour éviter des témoins. Dans ce même but, les villages polonais environnants sont vidés de leur population. Dans certains camps, les prisonniers sont aussi soumis à des expériences médicales. Au total, ce sont environ 3 millions de Juifs qui meurent ainsi. Malgré les processus de destruction des individus, des révoltes, comme à Treblinka et à Sobibor, témoignent des tentatives de résistance des Juifs. B. Bilan et responsabilité de la Shoah, le génocide des Juifs, et du Samudaripen, le génocide des Tziganes. La politique d'extermination a provoqué la mort de près de 10 millions de personnes, toutes populations confondues, dont environ 6 millions de Juifs, 60% de la population juive d'Europe de 1939, et environ 250 000 Tziganes, soit un tiers de la population tzigane d'Europe de 1939. À Auschwitz, près de 12 000 victimes sont assassinées tous les jours. Certaines communautés juives sont particulièrement touchées, comme celle de Pologne, qui a quasiment totalement disparu. Dans d'autres pays, elles sont moins touchées, comme au Danemark ou en France. Pour les Tziganes, les chiffres varient entre 50 et 75% de la population éliminée en fonction des pays. Les bilans varient en fonction de la situation géographique des pays, mais aussi de la collaboration des gouvernements et des populations avec les autorités nazies, ou au contraire, des sauvetages menés pour cacher les enfants par exemple. Les Alliés, bien qu'informés du génocide, ne peuvent rien entreprendre avant la libération. Le pape Pie XII contribue à sauver des milliers de Juifs italiens de la déportation en septembre 1943, mais il refuse de rompre la neutralité du Vatican et ne condamne pas officiellement les crimes antisémites du Troisième Reich. De nombreux Juifs ont eu la vie sauve grâce au juste parmi les nations. En 1944, le diplomate suédois Raoul Wallenberg, par exemple, sauve 20 000 Juifs hongrois en leur fournissant des passeports suédois. La nécessité de juger ces crimes à la fin de la guerre a conduit à forger des notions qui les qualifient au regard du droit, comme la notion de crime contre l'humanité et de génocide, expression créée par le juriste Raphaël Lemkin, dont nous reparlerons dans un prochain chapitre. Cette première partie du chapitre se termine ici. Nous aborderons prochainement le cas particulier de la France dans la guerre. Merci de votre écoute.